simplement par une petite définition du Shadow IT. Donc là, vous voyez le Shadow clavier avec les bonnes lettres au bon endroit. Le Shadow IT, imaginons deux DSI qui sortent du cinéma et qui ont vu une séance d'horreur au cinéma. Le Shadow IT, épisode 1, la menace. Et il y en a un qui dit à l'autre, ça fait vraiment peur. Et l'autre lui dit, oui, mais c'est la réalité. Alors derrière la joke du Shadow IT, qui a fait rire beaucoup de gens quand j'ai commencé à préparer le sujet, il y a néanmoins une réalité opérationnelle pour les DSI. La présentation est découpée en deux phases. La première, c'est de vous dresser dans un premier temps quelques grandes lignes sur le Shadow IT, et la deuxième qui est plus une conclusion sur ce qu'on en fait vis-à-vis du business, parce que le Shadow IT, on le verra tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très orienté DSI, qui est très connoté comme une terminologie DSI, mais pas du tout comme une terminologie opérationnelle qu'on apprend dans les écoles de management. Alors, si on a donné une définition, le Shadow IT, c'est un concept qui désigne l'utilisation par les directions métiers de solutions ou de systèmes ou de moyens informatiques qui ne sont pas référencés par les directions des systèmes d'information. Alors, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, je me suis dit, est-ce que dans la vie, si on sort un petit peu du contexte informatique, est-ce que dans la vie, on a aussi d'autres choses qui ressemblent à du Shadow IT? Alors moi, personnellement, comme je suis un très mauvais élève, je fais du Shadow achat. Alors le Shadow achat, c'est quoi? C'est quand j'essaye d'acheter des choses via ma direction métier, qui est la DSI, sans me préoccuper de ce que la direction des achats pense. Ça, vous l'avez tous vécu dans les entreprises. Le premier qui n'a pas fait de Shadow achat, je veux bien qu'il se lève et qu'il se monte du doigt. Mais ça marche aussi pour toutes les fonctions support. Vous pouvez faire du shadow recrutement, vous pouvez faire de la shadow finance et bien sûr du shadow IT. Donc, on met une terminologie derrière la partie informatique, qui est le shadow IT, mais dites-vous que c'est comme ça dans toutes les fonctions support. Alors, quand on parle de shadow IT, on parle de quoi? Il y a une grosse problématique avec le shadow IT. C'est que c'est un concept. Alors déjà, le concept, ça fait qu'on n'en parle pas beaucoup. Pourquoi on ne parle pas beaucoup d'un concept? C'est que généralement, dans les premiers temps, les concepts, ça ne fait rien vendre. Donc si ça ne fait rien vendre, ça ne rapporte rien. Si ça ne rapporte rien, il y a peu de gens qui s'y intéressent. Et puis le deuxième problème qu'on a aussi avec le Shadow IT, c'est que c'est quelque chose de très protéiforme. D'accord? Quand on a fait une enquête dans le cadre des recherches sur le Shadow IT auprès de 129 DSI, quand on leur demande quelles sont les manifestations du Shadow IT, qu'est-ce qu'ils nous répondent? La première chose, c'est qu'il y en a 19% qui vous citent typiquement les macros Excel, en vous disant les macros Excel, c'est la première manifestation du Shadow IT. Puis les logiciels qu'on va installer sur le PC, c'est pas méchant, c'est juste un logiciel. J'en viens, je fais juste une petite parenthèse. À votre avis, le Shadow IT, ça a commencé quand? Les années 2000, 90, 80? Personne? Alors moi, je la situe vers les années 80, 81, si je me souviens bien. C'est quand on a posé le PC sur le bureau d'un utilisateur. Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? À ce moment-là, on a donné la capacité à un utilisateur de travailler et de produire du calcul sur son bureau. Avant, ça se passait comment au niveau des services informatiques? On appelait ça sûrement des centres de calcul. J'étais pas né à l'époque, mais ça s'appelait des centres de calcul. On arrivait avec ces cartes perforées, on donnait les calculs à faire et on revenait 2 jours après et c'était fini. D'accord? Quand on a délocalisé cette capacité de calcul sur le bureau d'un utilisateur, à ce moment-là, on a créé quelque part, on a favorisé le Shadow IT. La deuxième chose qui est apparue, ça a été dans les années 90, c'est l'expansion d'Internet. Parce que la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a posé un PC sur le bureau. Et puis la deuxième chose, c'est que 10 ans plus tard, on a en plus donné un accès en dehors de l'entreprise à Internet, à toute une sorte de logiciels et ainsi de suite. Donc, vous voyez que les logiciels qui arrivent en deuxième position avec 17% d'exemples de DSI qui nous disent les logiciels sont une manifestation du Shadow IT, c'est quelque chose d'important. Les solutions cloud, évidemment, qui arrivent, et de plus en plus. Alors j'ai refait un petit sondage synthétique. Aujourd'hui, il est passé en première position. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les DSI, quand on leur parle de Shadow IT, la première manifestation qu'ils vous citent, majoritairement, ce sont les solutions cloud. Et puis après, il y en a d'autres. Dans les grandes compagnies, on a trouvé des ERP cachés, on trouve de la BI, on trouve du web, on trouve du matériel, et on trouve aussi des IT people. Dans des sociétés industrielles lyonnaises, vous avez par exemple des gens qui font de l'IT en dehors du service informatique. Ça arrive. Alors, je compare un petit peu l'informatique et la relation qu'on a avec les métiers à un iceberg. C'est quoi la vocation première d'un iceberg?
Un iceberg, c'est fait pour couler le Titanic, on est d'accord. Donc il faut que ça soit quelque chose de bien fait. Un iceberg qui est bien fait, il a une particularité, c'est qu'il y a une ligne de flottaison. La ligne de flottaison, ce qu'il y a au-dessus, c'est plus petit que ce qu'il y a en dessous. Donc ça veut dire que l'effet iceberg, quand on le voit, c'est un morceau de glace, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dessous, il y a beaucoup de choses. Je fais le parallèle avec l'informatique. Quand vous construisez une solution avec les métiers, ils voient ça comme un glaçon qui dépasse de la ligne de flottaison, sans se douter potentiellement de ce qu'il y a en dessous. Alors qu'est-ce qui se passe si on fait un shadow iceberg? Le shadow iceberg, il a cette particularité, c'est-à-dire qu'il y a plus de choses au-dessus qu'en dessous. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On a un objectif, un métier qui est de se dire on veut un glaçon qui est cette hauteur parce que le Titanic il a une coque qui est cette hauteur. Ben, on arrive à un iceberg qui flotte comme ça. Donc globalement, on a une perte d'efficacité, ça c'est la partie visible pour les métiers. Et puis en plus, on a un manque de fondamentaux. Les fondamentaux IT ne sont pas là. Donc la solution, ben, elle apporte ni satisfaction pour l'IT ni pour le business. Ça c'est juste pour vous faire un petit comparatif sur le shadow IT et le shadow iceberg. Alors, on pourrait se dire néanmoins, est-ce que l'informatique a raison ou pas? Moi, je dis une chose, c'est que si on essaye de se battre contre le shadow IT dans nos fonctions de management de systèmes d'information, c'est un combat perdu d'avance. Pourquoi? Là, je vous ai représenté une société qui contient une centaine de personnes. Dans les sociétés, la population informatique représente combien de personnes en pourcentage? 2, 5, 10%? En moyenne, hein, je dis, on est aux alentours de 2%, sauf dans les banques ou dans des sociétés spécifiques, mais on est aux alentours de 2%. Si je me bats contre le shadow IT, qu'est-ce qui se passe? J'ai 2% des gens, quand tout le monde a la DSI effectivement convaincu, j'ai 2% des gens qui essayent d'expliquer à 98% de la population que c'est pas bien ce qu'ils font. Alors moi je me dis, quand j'ai 98% des gens qui me disent écoute, t'es gentil avec tes solutions, mais tu sais, nous on a cette solution, tu ne pourrais pas l'utiliser quand même? Je me vois mal me positionner comme un mur en disant c'est hors de question. D'accord? Alors, quand on regarde les acteurs du phénomène, ben, il y en a 3. Je vous en ai cité un, les utilisateurs. Alors, ce qui est très curieux aussi, c'est que moi aussi, je suis un utilisateur. La DSI et les fournisseurs de solutions. Quand je dis les fournisseurs de solutions, ça peut être des fournisseurs de solutions logicielles ou des fournisseurs de solutions matérielles. D'accord? Les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils ont? Ben, on sait qu'ils sont de plus en plus digitales, qu'ils ont besoin des outils performants, qu'ils veulent une rapidité de mise en œuvre. La DSI, ben, de notre côté, on est confronté au développement des technologies, on est aussi souvent qualifié dans des métiers d'hyper spécialistes, et puis les DSI ont des degrés de maturité variables. Et enfin, le troisième, ben, il bénéficie du canal Internet, parce que ça c'est super facile quand vous bénéficiez du canal Internet pour déployer vos solutions. Ils arrivent de plus en plus à simplifier leurs offres et ils sont capables d'adresser les directions métiers. On va le voir derrière. Alors, l'écosystème fonctionne comment? En synthèse, vous avez des fournisseurs. Les fournisseurs développent des solutions et ils les proposent aux directions des systèmes d'information. Que font les directions des systèmes d'information? Elles regardent lesquelles conviennent et elles les dispatchent et elles les donnent au business. Qu'est-ce qu'ils font les fournisseurs de l'autre côté? Les fournisseurs, ils construisent des solutions pour le grand public. Puis le petit truc qu'on a oublié, c'est que le grand public, il travaille en entreprise. D'accord? Donc vous voyez, ça boucle. Et quand on regarde les dépenses il y a une dizaine, une quinzaine d'années en termes d'IT, généralement les fournisseurs avaient plutôt tendance à construire des solutions pour les entreprises plutôt que pour les particuliers, sauf que cette tendance, elle s'est inversée. Aujourd'hui, c'est le contraire. Quand vous appelez un Apple et un Samsung, vous développez majoritairement pour le grand public et vous savez pertinemment que ces solutions, elles vont arriver par la petite porte dans l'entreprise. On appelle ça l'effet de consumérisation et c'est quelque chose dont il faut tenir compte aujourd'hui dans notre gestion du système d'information. Alors, comment évaluer l'écosystème? L'écosystème, je qualifie le début de l'informatique et avec en ordonnée la maîtrise des systèmes d'information. Il y a 25-30 ans de cela, c'était vraiment une affaire liée à la direction des systèmes d'information et vous aviez 99% de la maîtrise des systèmes d'information qui était du ressort de la DSI. Et puis la DSI a commencé à faire quoi? La DSI a commencé à externaliser petit à petit une partie de ce qu'elle faisait, parce qu'elle savait bien le faire, parce que c'était récurrent, parce que c'était maîtrisé. Ok, très bien. Dans les années 90, pareil, ça s'est développé. Et puis là, on a commencé à voir les utilisateurs qui, se servant d'Internet et des nouvelles technologies, ils ont commencé à comprendre un petit peu plus ce qui se passait au niveau des systèmes d'information. Et aujourd'hui, dans les années 2010, qu'est-ce qu'on a? On a des utilisateurs qui sont de plus en plus pointus sur les systèmes d'information.
et qui font parfois eux aussi appel à leurs propres fournisseurs. Donc ça veut dire que vous trouvez avec deux typologies de fournisseurs. Vous avez les fournisseurs de technologies liées à l'IT technique et des solutions fournisseurs auxquels les métiers font appel. Donc si on continue la progression de ça, on arrive à quelque chose qui doit ressembler à ça. Je ne sais pas quand, mais si on continue comme ça, on va y arriver. Donc il y a une théorie que j'ai développée qui s'appelle la théorie des 3 cônes. Le premier cône, c'est un cône de la consumérisation qui ne fait que s'accélérer. Un deuxième cône qui est celle des fournisseurs avec une simplification des offres. Et forcément, il y a un changement de paradigme pour les DSI. Et pour casser cette théorie des 3 cônes, il va vraiment falloir que les DSI donnent une vision autre de leur métier. Alors quelques chiffres. On a fait, je vous disais en introduction, on a fait une enquête auprès de 129 DSI. Les 129 DSI en question sont relativement représentatifs. Et on leur dit, comment vous réagissez quand vous voyez du shadow IT dans vos entreprises? Donc vous en avez 77% qui essayent d'expliquer à l'utilisateur ce qui se passe, lui dire, écoute, tu sais, on a des solutions, ils essayent de reprendre la main. Donc vous voyez, 3/4 des DSI vous disent ça. Vous en avez 15% qui bloquent, qui interdisent, et puis vous en avez 8% qui laissent faire. Alors autant vous dire que les deux dernières ne sont pas spécialement les meilleures solutions, mais moi où je suis content en tant que DSI, je me dis que j'ai quand même 3/4 de mes collègues qui, face à ce phénomène, vont réagir et essayer d'accompagner les utilisateurs, d'être dans une démarche proactive. Mais on leur demande aussi, est-ce que vous avez adapté votre gouvernance? On parlait de gouvernance à l'instant avec Philippe Rosé juste avant. Est-ce que vous avez une gouvernance qui est adaptée au shadow IT? Et là, vous avez 45% qui vous disent, ben non, ma gouvernance, elle n'est pas adaptée au shadow IT. Par contre, le concept me dit quelque chose et je vois bien de quoi vous parlez. Il y en a 21 qui me disent, aucune, ce n'est pas inclus dans ma gouvernance. Et le shadow IT, ben, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Alors quand on leur explique, évidemment, ils comprennent, mais nativement, ce n'est pas naturel. Et puis vous en avez 29% qui ont une gouvernance qui intègre partiellement le shadow IT. Et comme dans toute enquête, 129 répondants, vous avez des faillots. Et les 5% de faillots qui me disent, oui, bien sûr, évidemment, le shadow IT fait partie intégrante de ma gouvernance. Donc ça, c'est la marge d'erreur. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a déduit un taux qui s'appelle le shadow IT rate, qui est le taux de shadow IT dans les entreprises, qui est une note qui oscille entre 0 et 100. La moyenne, c'est globalement 31. Alors après, les puristes vont vous dire oui, mais il faut calculer comme ci, comme ça, et ainsi de suite. Globalement, quand vous appliquez des méthodes des calculs, vous arrivez entre 25 et 31. Donc ça veut dire que c'est un phénomène qui est présent, parce que 31 sur 100, c'est quand même quelque chose de correct, et qui est quelque chose d'émergent. Ce n'est pas un phénomène qui se manifeste à 5%. Quand on regarde le même shadow IT rate pour les gens du COMEX, c'est à 17. Donc ça veut dire que très clairement, les manifestations de shadow IT n'arrivent pas par le COMEX, mais elles arrivent bien par les utilisateurs, ou quand vous le regardez sur les employés, vous arrivez à des taux de shadow IT de 45. Donc ça veut dire que le travail, il n'est pas à faire spécialement au niveau de votre COMEX, il est à faire aussi essentiellement auprès de la relation que vous avez avec vos utilisateurs. Alors, le shadow IT rate, il est découpé comment? Vous avez globalement il y a 40% des entreprises qui ont un shadow IT rate de 0 à 20, 35 qui ont entre 20 et 40, et vous en avez quand même un quart qui ont un shadow IT rate supérieur à 40. Donc vous voyez que ce n'est pas négligeable. Alors on a identifié deux leviers. On s'est dit maintenant comment on peut, entre guillemets, lisser ce phénomène et le minimiser. Il y a deux leviers. Le premier, c'est la qualité du service qu'on va rendre aux utilisateurs. Et le deuxième, c'est la compréhension des systèmes d'information par les directions métiers. Alors, quand on regarde la perception du service rendu par la DSI, il y a 45% des utilisateurs qui vont vous dire « ouais, globalement, le service est plutôt positif », 29% qui vont vous dire neutre, puis vous en avez quand même un quart qui vous disent négatif. D'accord ? Et quand on regarde la compréhension du métier de la DSI par les utilisateurs, il y en a 27% qui la considèrent comme bonne, 64% qui disent « moi j'ai une très faible connaissance de ce que fait l'IT dans ma boîte ». Et enfin, vous en avez 9% qui vous disent « moi c'est rideau noir, c'est complètement opaque, c'est un peu le centre de calcul des années 70 ». Alors quand vous combinez les deux et que vous regardez le shadow IT rate, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit qu'en abscisse, vous avez la compréhension IT de faible à forte, vous avez le rendu du service de faible à fort. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est quand il n'y a ni l'un ni l'autre, on arrive à des taux de shadow IT de 80%. D'accord? Et plus vous améliorez un axe ou l'autre, à ce moment-là, vous allez reminimiser ce taux
pour au final, quand vous avez un service qui est bien rendu et avec une compréhension et avec une communication de ce que vous faites, ben vous arrivez à des taux de Shadow IT qui sont vraiment dérisoires. Alors, le corollaire maintenant, c'est de se dire, on a examiné le Shadow IT, on a fait des constatations, qu'est-ce qu'il faut pour arriver, alors, au contraire du Shadow IT, c'est le business light, qu'est-ce qu'il faut pour arriver à ce nouveau mode de fonctionnement? Alors déjà, il y a deux choses. Il y a la réputation de la DSI, telle qu'on est aujourd'hui considérée dans les entreprises, et puis il y a le besoin des métiers. Alors la réputation de la DSI, j'ai fait très sommaire, généralement c'est un organe qui est plutôt lourd, qui est plutôt technique et qui a des difficultés à communiquer. Mais le problème, c'est que les besoins métiers, quand on les met en face, c'est qu'ils ont besoin d'un time to market le plus court possible. C'est que face à la technique, ils vous expliquent qu'il y a des solutions en cloud, des solutions SaaS qui sont super simples et qu'on pourrait utiliser Skype parce que c'est vachement simple. Et à côté de la non-communication, vous avez des utilisateurs qui travaillent de plus en plus de façon communautaire. Donc quand vous mixez les deux, vous voyez bien qu'il n'y a pas de match, quoi. Donc il va falloir vraiment que les DSI s'adaptent. Alors, ça c'est le shadow à venir du shadow DSI. Ça veut dire que le DSI qui va négliger cette composante, il va se retrouver mangé par les utilisateurs au bout d'un moment parce qu'il n'aura pas su répondre à des besoins qui sont légitimes. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une entreprise et que vous vous opposez globalement à la marge globale, ben, ça a ses limites. Ça a ses limites, mais qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Jusqu'à présent, on a vu quoi? On a vu que plus le shadow IT va augmenter dans l'entreprise, d'accord, plus on va avoir une maîtrise des systèmes d'information qui va descendre. Donc l'idéal, ce serait de se dire, il va falloir qu'on trouve un compromis. Trouver un compromis entre les deux, c'est quoi? C'est globalement se positionner quelque part par là, au milieu, et on a à ce moment-là deux phénomènes qui se manifestent. Le premier phénomène qui va se manifester, c'est ce que j'appelle l'innovation utilisateur. Il y a une personne qui va parler ce soir, et c'est uniquement pour ça que je suis venu, qui s'appelle Lisa Eggetz, qui a écrit un livre qui s'appelle Liberté et compagnie, et qui va vous expliquer plein de choses ce soir. Il vous explique que globalement, quand un collaborateur arrive en entreprise, que vous lui donnez les moyens de s'exprimer, de créer de la valeur pour l'entreprise, parce que vous l'avez recruté pour ça. Vous ne recrutez pas quelqu'un parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il n'avance pas. Quand vous le recrutez, c'est parce qu'il apporte quelque chose à votre structure. D'accord ? Les outils liés au système d'information font partie de cet apport. Ça veut dire que si vous lui donnez les moyens de créer avec des outils liés au système d'information, la personne va se sentir bien. Et forcément, elle va créer plus de valeur pour l'entreprise. Mais d'un autre côté, vous avez quoi? D'un autre côté, vous avez un désalignement. Ça veut dire que plus vous allez libérer quelque part l'utilisateur, plus vous allez vous exposer à des risques. Je ne suis pas un grand spécialiste de la sécurité IT, mais on m'explique qu'il y a des failles dans beaucoup de logiciels et que ça compromet la sécurité. Ben, c'est ce genre de choses où il faut faire des compromis pour avoir un bon équilibre entre l'utilisation du système d'information par les utilisateurs qui soit la plus fluide possible, tout en respectant les fondamentaux de l'entreprise. Et quand je dis les fondamentaux de l'entreprise, c'est les fondamentaux IT en termes de management des systèmes d'information. Voilà, j'ai fini pour l'exposé. J'espère que j'ai été clair sur le concept et sur ses conséquences. Si vous avez des questions, et j'espère que vous allez en avoir, je suis à votre disposition. Oui, bonjour. Bonjour. On lit un certain nombre d'articles en ce moment sur la mort du DSI, on va dire le DSI est-il mort, ce genre de... c'est toute une série d'articles qu'on peut trouver sur Internet en ce moment. Est-ce que selon vous, par rapport donc, en fait, au métier, on n'a pas justement une fin programmée du DSI en entreprise ou un transfert en tout cas de compétences sur d'autres parties? Alors j'ai effectivement lu beaucoup d'articles là-dessus dans la presse, j'en discute aussi dans les cercles associatifs auxquels je participe. Ce qui est clair, c'est que vous avez besoin d'un DSI qui change. Je connais en ce moment des passations de pouvoir entre DSI qui se succèdent. Les futurs DSI ne réagissent plus comme les anciens. Tout comme moi, je n'ai pas réagi comme le prédécesseur qui était avant moi.
j'ai agi avec plus de fluidité, avec plus de communication. J'ai pour habitude le matin de faire le tour des bureaux, d'aller voir les directions métiers. Ça me permet de remonter certaines choses. Donc, effectivement, on lit beaucoup de choses sur la mort programmée, mais je pense qu'il faut, comme d'habitude, que le DSI s'adapte. Il faut qu'il soit plus communicant. Ça, c'est pour moi l'essentiel. Et il faut qu'il devienne aussi, je l'ai dit récemment dans une conférence IDC, il faut qu'il soit aussi marketeur de son métier. Parce que des fois, on a vraiment beaucoup de choses à apporter au business, et des fois, on n'est pas entendu ou on n'est pas crédible. Il y a une société industrielle, là, pas très loin de la nôtre, qui fabrique des équipements pour la maison, des équipements électroniques. Et le DSI, il me disait, j'ai vécu un échec et je ne comprends pas pourquoi. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il me dit, bah, écoute, tu sais, on vend des produits, donc des boîtiers électroniques qu'on installe chez les particuliers. Et le DSI est arrivé un jour en disant, écoutez, moi j'ai une bonne idée, je pense qu'on pourrait monitorer ces produits, les contrôler à distance, faire des relevés sur ces produits, et ça créerait de la valeur pour l'entreprise parce qu'on pourrait vendre de l'abonnement, du service, ainsi de suite. Mais il a été vu uniquement dans sa dimension technologique parce qu'il a présenté son idée, non pas en passant par le haut, en disant dans la stratégie de l'entreprise, on a un objectif de développer telle gamme de produits, mais il l'a présenté par la partie technique en disant j'ai une super idée. Ça me fait penser à un sketch de je ne sais plus quel comique qui arrive au boulot un matin et qui dit oh, super, j'ai greffé une oreille de cochon sur un dos de souris. Et c'est un peu ça, c'est de dire c'est bien d'avoir des idées technologiques qui sont belles, mais il faut qu'elles soient aussi incluses dans la stratégie. Et je pense que ça, c'est le pas le plus dur à franchir pour le DSI, c'est vraiment de s'inclure comme, alors on a parlé de Chief Digital Officer, c'est vraiment de s'inclure dans cette veine. Et de dire qu'effectivement, il y a des fondamentaux techniques, mais il y a aussi des choses où on a un vrai rôle à jouer sur le business. D'autres questions? Oui. À la fin de votre exposé, vous dites qu'il faut trouver un compromis entre l'innovation pilotée par l'utilisateur et la maîtrise du SI. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus concrètement ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours? Oui. Alors, je vais vous donner 3 exemples. Le premier, dans une grande société de téléphonie. Ils ont une relation entre métier et DSI qui est particulière parce qu'ils ont créé tous les mois des rencontres officialisées pour justement aller à la pêche aux bonnes infos liées au système d'information. C'est-à-dire que quand vous avez des utilisateurs qui mettent en place des solutions, une fois par mois, le DSI a mis en place une démarche qui permet à un BRM, un Business Relationship Manager au sein de la DSI, d'aller voir les directions métiers et sans sanctionner, de lui dire « Ah d'accord, tu as fait ça, mais alors pourquoi tu as fait ça? Comment ça peut rentrer dans le dispositif ou pas? Est-ce que c'est une best practice ou pas ?» Ça, c'est sur un grand groupe qui a les moyens de développer ça. Chez nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour gérer cette ambiguïté? Je parle chez Aldes. J'ai une personne chez moi qui, juste après le support, c'est-à-dire déjà au support, quand il y a une nouvelle solution qui apparaît, soit pour l'installation, soit parce qu'on a changé le poste d'une personne et on n'a pas repris son utilitaire, par exemple, qu'il avait installé lui-même sans nous en parler, la première chose, c'est on ne dit jamais non. On ne va pas engueuler la personne en lui disant « fallait pas le faire ». Si on lui dit « d'accord, je prends en compte votre demande, mais c'est un logiciel qui n'est pas inscrit au service », je vais en parler à une personne. Et on a une personne qui effectivement arrive avec beaucoup plus de diplomatie et qui essaye de gérer ça et d'inclure le logiciel dans la cartographie ou alors de démontrer à la personne qu'on a déjà une solution. Et là, généralement, les gens comprennent. C'est-à-dire quand on a des solutions qui sont déjà et qui remplissent à 98 ou 95% ce que l'utilisateur souhaite, l'utilisateur généralement se plie volontiers à ça. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Parti. D'autres questions ou vos estomacs vous talonnent? C'est cruel, la lutte contre l'estomac, c'est cruel. Je vous remercie. Bon après-midi.